Dans cet épisode, nous avancerons dans le temps jusqu'à environ l'an 5000 avant Jésus-Christ, une période de transformation profonde qui ont façonné le continent européen tel que nous le connaissons. Nous sommes au sommet du néolithique, la soi-disant révolution agricole, lorsque les peuples européens abandonnent la vie nomade de chasseurs-cueilleurs et commencent à maîtriser la terre, jetant les bases de la civilisation qui allait s'épanouir. Vers 5000 avant Jésus-Christ, l'Europe avait déjà surmonté les rigueurs du dernier maximum glaciaire. Le climat était devenu plus clément, avec le recul des glaciers et l'avancée de forêts denses sur une grande partie du continent. Les descendants de ces premiers humains modernes, arrivés des dizaines de milliers d'années plus tôt, occupaient désormais de vastes régions, adaptées non seulement à l'environnement, mais aussi à un nouveau mode de vie, l'agriculture et l'élevage. La carte qui accompagne cet épisode révèle une Europe divisée en grands complexes culturels, chacun avec des caractéristiques distinctes, mais tous marqués par l'avancée de la sédentarisation. Au cœur du continent se distingue la culture du complexe danubien, également connue comme indo-européenne dans ses origines, répandue le long des grands fleuves comme le Danube et le Rhin. Ces peuples furent les pionniers de l'agriculture intensive en Europe centrale. Ils cultivaient le blé, l'orge, les lentilles et élevaient bovins, ovins et porcins. Leur village était composé de maisons rectangulaires en bois, longues jusqu'à 100 mètres, abritant des familles élargies. La céramique linéaire, décorée de lignes incisées, était l'une de leurs marques de fabrique, tout comme l'usage d'outils en pierre polie. Au sud, dans la péninsule ibérique, florissait la culture tardenoise, une transition entre le monde des chasseurs et celui des agriculteurs. Encore liée aux traditions mésolithiques, mais intégrant déjà des éléments néolithiques, comme la céramique cardiale, décorée d'impressions de coquillages. Ces peuples occupaient la côte méditerranéenne et l'intérieur de l'Espagne et du Portugal, exploitant des sols fertiles pour la culture initiale de céréales. Plus à l'ouest, dans le sud de la France et le nord de la péninsule ibérique, nous trouvons la culture asturienne, avec une forte emphase sur l'exploitation côtière et la collecte de coquillages, mais adoptant déjà l'agriculture à petite échelle. En Grèce et dans les Balkans, la culture de Sesklo révèle les premiers signes d'une société plus complexe, avec des villages planifiés, de la céramique peinte et même des sanctuaires primitifs, indiquant l'émergence d'une spiritualité organisée. Dans le sud-est européen, la culture de Starevo représente le berceau de l'expansion néolithique à partir des Balkans. Ces peuples, directement influencés par le croissant fertile, apportèrent avec eux les semences de la révolution agricole, blé amidonnier, orge, chèvres et moutons domestiqués. Leurs maisons étaient plus petites, de plans carrés, et leurs outils en obsidienne indiquent des réseaux commerciaux qui s'étendaient déjà jusqu'à la mer Égée. Il est impossible de parler de cette période sans mentionner les influences extérieures qui ont façonné l'Europe. La révolution néolithique n'est pas née sur le continent, mais a été importée du Proche-Orient, spécifiquement de la région du croissant fertile, où des peuples comme les Natoufiens, dans l'actuel Israël et Jordanie, avaient domestiqué les premières plantes et animaux vers 10 000 avant Jésus-Christ. De là, l'agriculture s'est répandue par deux voies principales, l'une le long de la Méditerranée, atteignant la Grèce et l'Italie, et l'autre le long du Danube, arrivant en Europe centrale. Ils se sont mélangés aux populations locales de chasseurs-cueilleurs, transmettant des techniques qui ont transformé la démographie européenne. Au nord, la culture maglemosienne, en Scandinavie et dans les îles britanniques, résistait encore à l'agriculture, maintenant une économie basée sur la chasse, la pêche et la cueillette. Leurs artefacts en os et en bois de serre montrent une adaptation brillante aux forêts boréales. À l'est, la culture pontique, dans les steppes au nord de la mer Noire, commençait à domestiquer le cheval, une avancée qui révolutionnerait la mobilité et la guerre dans les millénaires suivants. L'un des traits les plus marquants de cette période est l'émergence des premières grandes constructions communautaires. En Bretagne et en France s'élèvent les mégalithes de Karnak et de Stonehenge, alignements de pierres qui servaient de calendrier astronomique ou de lieu de culte. Dans la péninsule ibérique, les tholos, tombes collectives en pierre, indiquent une préoccupation pour l'ascendance et l'au-delà. Dans la culture alafienne, au nord de la Mésopotamie, bien qu'en dehors de l'Europe, nous voyons des céramiques polychromes qui influencèrent les motifs décoratifs de la Méditerranée orientale. L'élevage apporta la sécurité alimentaire. Les premiers surplus permirent la croissance démographique et la spécialisation du travail. Apparurent les premiers artisans, les premiers leaders communautaires. La femme, souvent associée à la fertilité de la terre, gagne une place centrale dans les cultes. Les statuettes de déesses mères, comme celles trouvées dans la culture de Cucutni-Tripilia, dans l'actuelle Ukraine et Roumanie bien que légèrement postérieures, ont leurs racines dans cette période. La guerre, bien qu'encore naissante, commence à apparaître. Des fortifications à Sesklo et Dimini, en Grèce, indiquent des conflits pour les ressources. Les haches en pierre polie servaient autant au travail qu'à la défense. La propriété de la terre devient un concept réel, et avec elle, la nécessité de la protéger. Vers 5000 avant Jésus-Christ, l'Europe n'était plus un continent de nomades.
C'était une mosaïque de peuples agriculteurs, éleveurs et bâtisseurs, unis par des réseaux d'échanges qui traversaient montagnes et mers. Le cuivre commence à être travaillé en Serbie, dans la culture de Vina, annonçant l'âge des métaux. La roue est inventée dans les steppes pontiques. L'écriture est encore loin, mais les symboles sur céramique et tablettes d'argile suggèrent déjà un désir de consigner. Ce fut le moment où l'Europe planta les graines littéralement de tout ce qui viendra ensuite, villes, États, empires. Des champs du Danube aux mégalithes de l'Atlantique, ils transformèrent le continent sauvage en un foyer permanent. J'espère que cet épisode vous a plu, et ne manquez pas le prochain.